Bonjour, bonjour à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle conférence et pour assister à l'exposé de Eric Zipper, notre grand témoin de ce samedi, qui va nous parler de son expérience sur le séisme qui a touché Haïti en 2010, le 12 janvier. Eric Zipper est président du Corps mondial des secours et ancien président du Spéléo Secours français, dont il est toujours le conseiller technique. Et il est donc parti avec une vingtaine de ses collègues secouristes suite à ce séisme en Haïti qui a fait plus de 230 000 morts et pratiquement autant de blessés. Donc je laisse la parole à Eric. À la fin de son exposé, un temps vous sera donné bien sûr pour lui poser des questions, pour réagir. Donc n'hésitez surtout pas à garder vos questions en tête et vous aurez tout le loisir de les exposer à la fin de son intervention. Eric, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc j'ai une demi-heure pour vous présenter des tranches de vie d'une mission à l'international, donc sur de la catastrophe. Et ouais, il faut que j'arrive à pas de fenêtre. En l'occurrence à Haïti. Ce que je vais essayer de vous présenter, c'est de vous faire vivre un petit peu de l'intérieur aussi ce que c'est la vie d'un sauveteur sur un lieu de catastrophe. Donc je ne vais pas vous faire un PowerPoint très structuré avec beaucoup de chiffres et tout. Je vais vous donner quelques chiffres un peu pour resituer quelle était cette catastrophe et surtout vous montrer un petit peu quelle était la réalité de l'équipe sur place. Alors juste pour vous présenter un petit peu le Corps mondial de secours, c'est une ONG avec un agrément de sécurité civile et c'est une petite ONG mais qui existe depuis plus de 40 ans, donc qui a une longue histoire et qui avait été fondée par des gens comme l'abbé Pierre et Théodore Monod après la grosse catastrophe au Bangladesh. Donc depuis, on a travaillé pendant 40 années. Vous voyez qu'on a fait une cinquantaine de missions dans 26 pays. On a une vraie vocation à l'international, beaucoup plus qu'en France, parce qu'on n'est pas formaté pour ça. Puis heureusement aussi, en France, on n'est quand même pas un terrain où il y a énormément de grosses catastrophes. Donc notre travail, c'est vraiment d'intervenir, on fait de l'USAR, ce qu'on appelle donc de Urban Search and Rescue. On cherche les personnes survivantes tout de suite après la catastrophe. Donc en fait, nos missions sont relativement courtes, elles durent en principe une quinzaine de jours, et on repart en laissant la place aux gens qui vont s'installer durablement pour du camp de réfugiés, pour soigner ou des hôpitaux. Dans le type de catastrophe sur lequel on intervient, vous voyez qu'on intervient surtout sur du tremblement de terre et des inondations. Aussi pas mal de cyclones, typhons. Le dernier était la mission qu'on a fait, la mission Ryan aux Philippines, il y a un peu plus d'un an. Le tsunami, on était intervenu pour le tsunami qui avait eu lieu en Indonésie. Et puis après, il y a quelques catastrophes qui sont plus rares, qui sont citées là dans les 12%. Que vous dire de plus avant qu'on démarre sur Haïti, c'est qu'on est composé uniquement de bénévoles, on travaille, on forme nos propres équipes et on regroupe des gens qui doivent au minimum avoir un PSE1, un PSE2, donc c'est pour ça qu'on travaille avec des gens qui viennent un petit peu de tous les horizons. Donc contrairement à d'autres associations où des fois il y a une certaine rivalité entre les origines, nous en fait ce qu'on recherche c'est les compétences des gens et leur capacité à travailler dans la durée sur des terrains d'opération difficiles. Donc, ouais, voilà. Donc on a des sapeurs-pompiers, on a beaucoup de gens de la protection civile, on a des maîtres chiens qui sont formés dans des associations de maîtres chiens ou autre part, des médecins et des infirmiers, des logisticiens, et on travaille aussi avec le TAV, donc, qui est un organisme de la sécurité civile allemande. Et puis c'est vrai qu'on a pas mal de gens aussi maintenant du Spéléo Secours français qui nous ont rejoints parce qu'il y a aussi des compétences qui sont intéressantes. Et donc vous voyez que 61% des interventions se font à l'étranger. Donc c'est vrai qu'on a vraiment une vocation internationale. Donc aussi, juste pour que vous compreniez un petit peu ce que vous allez voir après, donc nos sauveteurs, comme on n'est pas très nombreux comme sauveteurs, on leur demande d'être polyvalents, on leur demande aussi d'être endurants, d'être
d'être bien dans leur tête pour pouvoir rester en équipe loin de chez nous, d'être très autonome. Et puis ensuite, on s'aperçoit aussi que dans le sauveteur, on a des gens qui ont un métier qui nous sert directement, que ce soit des médecins ou des infirmiers, puis on a des gens qui ont des compétences qui sont intéressantes pour nous, et puis des gens qui sont dans les domaines d'activité professionnelle qui n'ont rien à voir du tout avec le secours et qui viennent nous rejoindre. En revanche, cette richesse qu'il y a d'origine est très intéressante pour nous aussi, parce que du coup, on a des compétences très variées, que ce soit aussi bien au niveau administratif qu'au niveau logistique ou soins. Et puis, ce qu'on demande, des objectifs vraiment dans toute notre formation, c'est que nos sauveteurs soient 50% avec un savoir-faire qui soit validé, et on leur demande 50% de savoir-être, parce que quand on est loin de chez nous et qu'on est dans un théâtre d'opération qui est difficile, et voilà, on ne peut pas partir avec quelqu'un qui ne va pas réussir à s'intégrer dans le groupe. Donc pour venir sur Haïti, sur une image que tout le monde a vue, mais qui du coup va vous permettre aussi de vous remémorer un peu ce qu'était ce séisme exceptionnel quand même par l'ampleur des dégâts qu'il avait causés. Je vous propose juste quelques chiffres, vous en aurez plus après, mais donc la date, c'était le mardi 12 janvier que ce séisme a eu lieu. La magnitude n'était pas exceptionnelle, hein. Magnitude 7, c'est un séisme qui secoue beaucoup, mais enfin, c'est quand même, par exemple, le tsunami, c'était 9,2, donc on était quand même dans quelque chose de beaucoup plus fort. En revanche, son épicentre était bien sur Terre. Les habitats là-bas n'étaient pas antisismiques, donc beaucoup de dégâts. Et puis surtout, on a eu de très très nombreuses répliques après le séisme, et pendant notre travail aussi, je vous montrerai un petit peu, ça complique énormément le travail des équipes de secours. Hein. Haïti, c'est 10 millions de personnes, donc c'est 200 000 morts, c'est quelque chose qui pèse vraiment très fort quand même sur un pays aussi pauvre qu'Haïti. 1 100 000 sans-abri, parce que déjà beaucoup d'Haïtiens vivent dans des conditions qui ne sont pas loin d'être des sans-abri. Ça a touché plus de 3 800 000 personnes, 300 000 blessés qui ont été pris en charge et 2 millions de personnes qui étaient sans nourriture. Donc l'ampleur de la tâche pour les sauveteurs qui arrivaient là-bas était énorme. Alors, ce sont quelques chiffres aussi qui sont intéressants parce que en tout, il y a 43 équipes hussards internationales qui sont parties sur Haïti. Donc souvenez-vous aussi, beaucoup de ces équipes sont parties directement sur Port-au-Prince qui a très vite saturé et pas mal de ces équipes finalement sont restées bloquées sur le tarmac de l'aéroport. 2000 secouristes sont intervenus, 160 équipes cynophiles et 20 000 personnes ont été secourues. C'est pas beaucoup par rapport aux chiffres qu'on a vus avant. Alors le CMS là-dessus, bien sûr, les moyens sont très modestes. Hein. On ne ramène pas un dixième de ce qu'ont ramené les autres, mais n'empêche qu'on est parti à 16 avec un médecin, 2 infirmiers, avec un rôle pour les médecins et les infirmiers, 50% assurer le suivi médical et l'état de santé des sauveteurs, et 50% pour la population locale. Un équipage cyno avec un maître chien, et puis 12 techniciens de catastrophe. Et on est parti là-bas avec près de 3 tonnes de matériel. Alors 3 tonnes, ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup. On est complètement autonome. On est une des seules ONG à partir de manière totalement autonome. Donc on emmène avec nous tout ce qu'il faut pour pouvoir se nourrir, se loger, secourir et dégager les gens. Et on emmène 300 kg de médicaments. La particularité aussi, c'est qu'à un moment, il faut s'arrêter dans le poids qu'on emmène parce qu'il va falloir le porter. Vous verrez sur les photos qu'on le porte tout le temps, ce matériel. On n'arrête pas de le soulever, de le reposer, de le reprendre, de repartir plus loin. Et on arrive dans un endroit où il n'y a plus de moyens de locomotion traditionnels. Donc ce matériel, il faut pouvoir le porter, nous, à dos d'homme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai regroupé quelques photos un peu par thème, et puis je vous expliquais quand même un petit peu les difficultés ou ce qu'on a pu partager en émotion et en travail. Donc là, pour vous donner une idée, voilà à quoi ressemble du matériel d'une équipe hussard qui part à l'étranger. Donc vous voyez bien, c'est pas palettisé, c'est pas rangé dans des caisses très grosses et très lourdes, parce qu'il faut qu'on soit capable de tout porter. Et quand je vais vous montrer après ce qu'on a utilisé comme moyen de transport pour se rendre à Jacmel, vous comprendrez que c'était cette manière que c'est le plus adapté. En revanche, il ne faut pas qu'on le lâche des yeux, on le stocke. Donc les photos qui sont là, il y en a une qui est faite à Paris et il y en a l'autre qui est faite à l'aéroport de Saint-Domingue.
Et notre gros travail, tant qu'on n'est pas arrivé sur les lieux, ça va être de veiller à conserver notre matériel. Alors ça aussi, c'est une photo que j'aime bien, parce qu'on nous explique toujours qu'il y a des tas d'organismes internationaux qui gèrent la crise à travers le monde et qui accueillent les équipes arrivées sur place. Donc là, c'est notre arrivée à Saint-Domingue, donc il est 23 heures heure locale, et on est devant le bureau de l'ONU, de l'INSARAG, qui attend les sauveteurs à l'aéroport de Saint-Domingue. Donc en fait, aucun accueil, il y a juste un morceau de carton où il y a un certain nombre de numéros de téléphone, dont la plupart sont numéros de téléphone de l'armée américaine, qui sera notre premier contact pour nous donner des images et nous expliquer comment on va pouvoir se rendre à Jacmel en partant de Saint-Domingue. Alors un petit bout de carte pour vous expliquer le trajet qu'on a fait. Donc une des particularités du CMS aussi, c'est d'essayer de ne pas partir où tout le monde va forcément dès le début s'entasser parce que les médias sont là, parce que c'est la solution de facilité, les premiers sont déjà passés. Donc c'était le cas dans la mission quand on était parti en Thaïlande. C'est vrai que beaucoup de gens, par exemple, étaient partis à Banda Aceh, on avait choisi la Thaïlande. Quand on est parti à Haïti, tout le monde est parti sur Port-au-Prince. Il y avait d'énormes besoins à Jacmel, donc une petite ville à peu près à 80 km au sud, qui était isolée du monde, qui était plus accessible. Il n'y avait aucune route qui y menait et où 50% de la ville était détruite. Et puis finalement, quand on est parti aux Philippines, à la dernière mission qu'on a faite, on n'est pas parti à Tacloban non plus, où beaucoup d'ONG sont partis. On est parti au nord de Cebu. Et on était les premiers à apporter secours à une population qui avait été très durement touchée. Donc là, en fait, on atterrit à Saint-Domingue. Une partie de l'équipe repart avec des camions qu'on avait réussi à avoir par l'Alliance française jusqu'à Pedernales, à la frontière haïtienne et Saint-Domingue. Et l'autre partie de l'équipe sera transportée par avion par l'armée dominicaine. Après, la difficulté, ça a été de trouver un bateau qui accepte d'aller jusqu'à Jacmel, parce que les bateaux avaient peur d'être pris d'assaut par les gens pour récupérer tout ce qui leur manquait au niveau du bateau. Et le séisme avait relevé le niveau du port, donc il y avait très peu de bateaux qui osaient aller jusqu'au port de Jacmel de peur de s'échouer à l'arrivée du port. Donc c'était une traversée qui a été assez spéciale. Il a fallu remplir le bateau, elle a duré 6 heures de traversée et on a attendu la nuit pour débarquer à Jacmel pour des raisons de sécurité. Alors, le premier travail d'une équipe qui part à l'étranger, c'est que vous partez avec du matériel, certes, mais après, il faut l'acheminer de votre point d'arrivée au point où vous allez travailler. Et là, il faut avoir de l'imagination, de la débrouillardise, très vite nouer des contacts au niveau local. Donc là, c'est les camions qu'on a vus. On avait 2 camions comme ça par l'Alliance française. Là, vous avez par exemple un des avions de l'armée dominicaine qui a assuré le transport du personnel. Et puis 2 autres personnes ont escorté les camions par la route pendant toute la nuit pour les amener jusque sur la côte. Et puis en photo ici vous avez le bateau qui a assuré notre transport. Donc c'est des bateaux qui ne sont pas vraiment faits pour transporter des passagers, qui ne sont pas vraiment faits pour transporter du fret conditionné comme on l'avait. En sachant qu'on emmène notre eau aussi. Il y a beaucoup de choses à mettre sur ce type de bateau. Et dernier détail aussi qui a son importance, les Dominicains n'aiment pas les Haïtiens, donc c'était aussi difficile d'avoir l'armée dominicaine qui accepte d'aller prêter main forte aux gens qui étaient à côté. Alors, quand je vous disais que le matériel doit être conditionné dans des poids qui soient relativement aisés à transporter, c'est que ce que vous voyez là, c'est de l'eau qu'on a achetée en partie en France et en partie sur place, plus notre matériel. Et donc ça va être ça tout le temps. C'est-à-dire qu'on a déchargé de l'avion, on a rechargé dans les camions, on décharge les camions, on recharge le bateau, on redécharge le bateau, on recharge le camion qui nous attend au port. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on ne peut pas porter non plus des poids. Et encore à l'époque, on avait des malles qui pesaient jusqu'à 80 kg. Et actuellement, on a réduit le poids pour que ce soit plus facile à transporter. Donc notre premier travail, vraiment sur les premières heures d'intervention, ça va être de la manutention quasiment tout le temps, jusqu'au moment où on va arriver sur place. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'on projette pendant ce voyage qui dure longtemps, qui dure des fois 2 jours pour arriver sur place. Et puis après, il y a la prise de contact avec la réalité qui nous attend. Donc là, par exemple, une des priorités, c'est d'assurer la sécurité de l'équipe qu'on emmène sur place. Donc de la sécurité toujours très dure à assurer dans des pays qui sont souvent pauvres, entièrement dévastés, où les gens ont faim,
Vous arrivez avec du matériel qui peut leur servir, avec de la nourriture dont ils ont besoin et de l'eau. Donc il faut arriver à trouver un endroit sûr. Donc arrivé à Jacmel, l'endroit sûr qu'on avait trouvé, c'était un camp du PAM, du Programme alimentaire mondial, qui était défendu par une poignée de casques bleus. Et donc ils avaient des grands bâtiments donc qui sont des tentes sur une dalle en béton. Et c'est là qu'on a pu mettre en place, ça c'était l'endroit où on logeait. Le confort, c'était l'unique point d'eau et l'unique WC qu'il y avait sur l'ensemble du PAM. Donc voilà, on n'a pas oublié le robinet parce qu'on l'attendait longtemps. Et puis après aussi au niveau de l'installation, on a tout ce qu'il faut aussi pour faire nos repas. Et c'est aussi des choses à mettre en place. Donc voilà, là vous voyez un tout petit peu à quoi ressemble le cadre de vie hors opération. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que sur un tremblement de terre, la vie de la mission est aussi compliquée par quelque chose, c'est que les répliques ne s'arrêtent pas. Autant quand vous intervenez après un typhon, le typhon étant passé, vous êtes dans une accalmie qui permet de se reposer correctement. Là, en fait, l'accalmie n'existait pas. La terre continuait de trembler et puis l'ambiance était vraiment celle d'une ville en ruine. Excusez-moi. Donc on est arrivé le soir, on a découvert cette ville dans la lueur des phares, hein, donc on n'a pas vraiment compris tout de suite l'ampleur des dégâts. Et le lendemain matin, donc, on est parti en camion le plus loin possible. Et là, on a commencé à découvrir les quartiers et l'état des quartiers. Alors le séisme y est pour beaucoup, la qualité du béton y est aussi pour beaucoup. Hein, c'est du béton de mauvaise qualité parce que les gens sont pauvres. Hein. Et puis c'est aussi du béton qui est fabriqué avec de l'eau de mer et qui donc du coup se dégrade très vite ensuite avec le temps. Donc voilà, c'est des maisons qui font toutes entre 3 et 4 étages, notamment les deux qui sont là-bas. Et puis c'est votre premier chantier sur lequel vous arrivez, c'est votre prise de contact avec la réalité. Alors, c'est quelques photos aussi pour vous expliquer qu'on est compétent sur place que lorsqu'on a noué des liens avec les ressources locales. Donc un des premiers travaux qu'il y a en arrivant, c'est d'identifier qui va être notre contact, qui vont être les gens à qui on va pouvoir faire confiance et comment on va pouvoir recenser rapidement et prioriser les besoins de la population. Donc là, on a eu de la chance. En arrivant sur place, il y avait une équipe de pompiers, policiers de Jacmel. Donc sur les 16, il y en avait 12 qui avaient réussi à traverser le tremblement de terre. Et c'est des gens qui ont été constamment à nos côtés. Donc c'est grâce à eux qu'on a pu se déplacer rapidement dans ce qui restait de la ville. C'est eux qui nous ont indiqué les endroits où il fallait travailler. Et c'est eux aussi qui ont assuré en partie notre sécurité en nous présentant à la population. Donc dans les petites photos qui sont là, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que par exemple les moyens lourds qui pour nous sont l'échec, c'est-à-dire qu'on en est au moment où on déblaye parce qu'on est quasiment sûr d'avoir trouvé personne on est sûr qu'il n'y a plus personne de survivant et on déblaye par acquis de conscience. Il y avait une pelle mécanique à Jacmel qui n'avait pas de fuite hydraulique et elle a tenu 2 jours et au bout de 2 jours elle ne fonctionnait plus. Donc après vous vous retrouvez, vous n'avez plus rien du tout pour travailler. Donc beaucoup de choses se font à la main, c'est ferraillé, mais c'est ferraillé un peu n'importe comment, donc c'est aussi difficile de sectionner correctement tous ces fers à béton. Et puis les dalles, quand elles sont trop lourdes et qu'on n'a plus de moyens de levage, la seule solution c'est de les casser en plus petits morceaux pour qu'à plusieurs on puisse les remuer et qu'on puisse ensuite passer en dessous. Alors nos sauveteurs, c'est aussi pour ça qu'on les forme sur 2 fois 10 jours au minimum avant qu'ils partent et que ce sont déjà des gens qui ont souvent une expérience du secourisme. C'est qu'une fois qu'ils sont sur place, on leur demande de vivre dans un environnement qui est complètement différent de ce qu'on peut croiser habituellement, heureusement. On leur demande de partir, alors c'est pas de chance, mais la plupart des missions, je ne sais pas pourquoi, mais elles ont lieu en plein hiver, chez nous. Mais donc vous débarquez dans un pays où la température est de 40 degrés. Et puis on vous demande de faire du travail qui est vraiment fatigant et en plus qui demande une bonne dose de sang-froid et de courage, surtout quand vous êtes obligé de vous engager dans les maisons effondrées alors que les répliques ont toujours lieu. Voilà, donc c'est quand même ça demande un peu d'abnégation. Voilà, donc ça c'était dans les toutes premières maisons où on a travaillé. Et puis celle en bas, c'est celle dans laquelle on a découvert, vous la verrez après, Elisabeth, un enfant qu'on a dégagé le premier jour où on est intervenu.
Alors un des facteurs aussi qui est à prendre en compte, vous vous doutez bien, c'est le stress des sauveteurs. Ils ont beau être aguerris, on a beau être en équipe, être bien soudés. La chaleur, la fatigue, l'absence de possibilité de se mettre en retrait pour reprendre son souffle, se reposer vraiment, est quelque chose qui complique vraiment la tâche des sauveteurs. Donc dans les photos que je vous montre un petit peu, c'est pour vous montrer aussi que les locaux sont fortement impactés, même alors même que quand on arrive, on est plutôt une lueur d'espoir pour eux, on leur redonne le moral, et puis finalement après on travaille ensemble et ils sont aussi impactés par le stress. La photo en haut, là, c'est Dusty et Xav, qui donc, est le chien qui avait retrouvé cette petite fille. Après, ce chien, il est formé pour retrouver des vivants, un manque de chance. C'est vrai que sur Haïti, on aura retrouvé, après cette petite fille, que des corps. Et donc, même le chien était complètement démoralisé le soir et on était forcé de le faire jouer pour lui faire retrouver quelqu'un de vivant pour qu'il accepte le lendemain de repartir de nouveau faire son travail correctement. Voilà, et puis ensuite, c'est un petit peu tout le monde au fur et à mesure de la journée. Alors, l'immense avantage de travailler en groupe qui se connaît, c'est qu'on n'a aucun besoin de faire croire aux autres qu'on est en pleine forme. Voilà, on se comprend, on a le droit d'être fatigué à un moment, puis celui qui est fatigué à un moment, c'est celui qui va peut-être relancer l'autre qui était en pleine forme. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, de relais, qui nous permet d'être efficace sur de longues durées. Donc l'équipe cynophile, alors on était parti avec un seul maître chien, un seul chien, ce qu'on fait jamais, on part toujours avec 2 équipages pour être sûr en cas de problème d'un des chiens de pouvoir en avoir un deuxième, et puis aussi parce qu'on travaille plus vite avec 2 chiens qu'avec un seul. Mais bon voilà, c'est un chien c'était sa première mission à l'international, c'est un chien qui est très très nerveux et très rapide et qui nous a vraiment fait gagner beaucoup de temps. C'est aussi lui qui nous permet de savoir qu'il n'y a pas de survivants, qu'il n'y a plus que des corps, et à ce moment-là de passer directement sur un autre chantier où là on a peut-être des chances de retrouver quelqu'un vivant. Et puis tout au fond, juste pour vous voyez aussi, le camion blanc où il y a plein de choses dedans, c'était un des camions qu'on utilisait pour se déplacer. Donc c'était un camion qu'on gardait toujours aussi précieusement et derrière lequel on mangeait pour être le plus en retrait possible de la population qui, elle, avait des problèmes d'alimentation. Alors malgré tout, j'ai voulu aussi vous montrer qu'on a beau faire des journées qui sont harassantes, de ressortir finalement que des corps, on y croit tout le temps jusqu'au bout de la mission. Il n'y a pas un moment où on n'y croit pas. La photo qui est en haut à gauche, c'était en fin d'après-midi, on avait vraiment dégagé quasiment que des personnes décédées, et à un moment on a vraiment cru qu'on avait détecté quelqu'un qui était vivant. Et immédiatement, les gens qui étaient prostrés à l'ombre sont repartis sur les gravats. En cherchant, et puis après on a des clins d'œil aussi comme ça qu'on voit. Donc j'ai gardé cette photo de la pharmacie parce que le peuple haïtien, comme beaucoup de peuples pauvres, ont une foi qui leur permet aussi de se remettre sur pied, d'y croire à nouveau. Et on a été très sensibles notamment par le nombre de gens qui ont prié pour nous le temps qu'on était là-bas, ou qui nous ont donné des images pieuses qu'ils conservaient chez eux pour nous porter chance pendant qu'on était sur Jacmel. Alors en revanche, il y a de l'espoir, il y a aussi des grands moments de tristesse, vous en doutez bien. Donc les moments de tristesse, c'est effectivement quand on annonce à des survivants que le reste de la famille n'a pas survécu au tremblement de terre. C'est le cas aussi quand on creuse devant la famille qui est survivante, qui est réunie autour de sa maison et qui espère qu'on va pouvoir, à défaut de leur ramener de quelqu'un vivant, au moins leur extraire le corps des personnes qui sont décédées, et c'est pas toujours possible. Et puis après, c'est aussi la tristesse après coup qu'il peut y avoir, où là on a perdu un des pompiers qui avait travaillé avec nous et qui était vraiment très proche de l'équipe, et qui finalement est mort assassiné par des trafiquants de drogue haïtiens 3 mois après et brûlé vif. Donc voilà, donc il y a aussi, même au retour, un sentiment parfois de tristesse et d'injustice qui est ressenti par l'équipe. À côté de ça, heureusement, il y a des moments de grand bonheur et de partage qui viennent compenser tous ces moments un peu difficiles. Donc là, c'est une des seules photos qu'on a d'Elisabeth au moment où elle a été dégagée. Donc elle, c'est une très belle histoire parce que non seulement on la retrouve vivante alors qu'elle a 17 jours, et qu'elle a passé 6 ou 9 jours, je ne sais plus, sous les décombres.
elle retrouvera son père et elle retrouvera sa mère à l'hôpital qui sont vivants aussi. Donc finalement c'est une histoire qui se finit très bien. En haut aussi, c'était un moment qui, je pense, a ému tous les gens qui étaient là-bas. C'était les pompiers haïtiens de Jacmel qui nous remettaient le drapeau qui était sur leur caserne avant qu'on parte. En bas à droite, ça illustre aussi parfaitement une des choses qui est humainement très importante dans l'émission, c'est qu'on peut avoir des moments très tristes. Là, on venait de dégager le corps d'un nourrisson des décombres. Et tous ces enfants sont arrivés pour nous montrer qu'ils connaissaient Frère Jacques en français. Donc en fait, ils se sont installés en plein milieu des ruines, ils ont chanté Frère Jacques en français, on a chanté avec eux. Ils sont repartis comme des moineaux, quoi. Et puis nous, on a récupéré l'action où on en était. Et voilà, donc on apprend aussi à savourer ces petites bulles comme ça de joie qu'il peut y avoir pendant une mission. Alors, tout ça se fait au milieu d'une population qui est très curieuse, qui veut récupérer des objets qui sont dans leur maison. Et malgré tout, on a besoin de travailler dans le calme et en sécurité. Donc le calme, par exemple, c'est quand on va écouter dans les décombres s'il y a des survivants, on ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui marche dessus. Et malgré tout, vous voyez bien, c'est noir de monde. Enfin, vraiment, les gens ont un vrai espoir dans nos équipes et en même temps sont curieux de savoir ce qui va se passer. On a besoin aussi qu'il n'y ait plus personne qui marche sur les décombres quand nous, on est engagés dedans. Donc ça demande quand même une surveillance constante des quartiers. Et il faut aussi, alors pour ça, le CMS y arrive vraiment bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'actualité à cette époque-là, c'était les Américains qui étaient sur Port-au-Prince, qui avaient envoyé des GI pour protéger leurs sauveteurs sur Port-au-Prince. Nous, sur Jacmel, on n'a jamais eu de problème avec la population. On avait un rapport avec la population qui était un rapport où il y avait autant d'empathie que de technique. Et ce qui nous a permis, même quand il y a eu les émeutes qui sont arrivées à Jacmel, dans une desquelles on a été prise, quand ils ont reconnu qu'on était les Français et qu'on était là pour venir les secourir, ils sont tous redescendus du camion et ils nous ont laissé passer. Sans rien prendre et voilà, et ça s'est très très bien passé. Donc le rapport à la population est important et il est important dès le début de s'appuyer sur des personnes ressources locales. Alors parmi les sauveteurs, on a une équipe médicale qui là était assez légère, qui était beaucoup plus conséquente quand on est parti aux Philippines. Donc on est 300 kg de médicaments. Notre principe c'est on arrive sur un quartier où il faut fouiller. On construit un PMA dans lequel on va soigner les gens qui sont du quartier, qui ont besoin de soins. Et donc très vite, on a une file de plusieurs dizaines de personnes qui se forment. Et puis nous, au bout d'une heure et demie, 2 heures, on a fini de fouiller le quartier, on repart et on est forcé de laisser ces gens sur place. Néanmoins, il y a une discipline... ils sont très, très disciplinés par rapport à ce qu'on peut parfois voir en France. Et puis d'autres fois, on est pris à partie dans la rue. Donc là, par exemple, ils nous avaient arrêtés avec le camion parce qu'ils avaient un jeune qui était blessé, qui avait un abcès très important au niveau de la jambe. Et donc, on s'arrête et sur le coin d'un trottoir, on soigne la personne, on donne les médicaments qu'il faut, on explique aux parents comment ils vont devoir refaire les pansements et on repart autre part. Donc là, sur l'importance de l'équipe, il y a une photo là qui illustre bien, c'était le dernier soir où on était là-bas, donc le travail en commun avec les pompiers haïtiens qui étaient avec nous. La remise du drapeau français au patron des pompiers de Jacmel. Alors l'équipe, c'est toute l'équipe, mais on travaille aussi en binôme. Donc c'est aussi la relation qui s'établit entre ces deux personnes-là, c'est-à-dire que chaque fois l'un surveille l'autre. Donc c'est aussi un moyen de tenir et d'être efficace. Et puis après, un des éléments qui était aussi super important sur cette mission, c'était le rapport que toute l'équipe avait autour de Dusty, le chien, qui finalement était un élément de gestion du stress assez amusant parce qu'il fallait le faire jouer le soir, il fallait s'en occuper. Et finalement, c'était un moyen aussi de changer un peu de rythme et d'histoire. Après, ce qui est très important pour nous aussi sur une mission, c'est la communication. Alors, je ne parle pas de la communication entre nous, mais de la communication externe. Parce qu'on est les premiers arrivés, on est sollicités. Les équipes de télé, de radio aussi sont souvent dépassées par l'ampleur de la catastrophe et ont parfois du mal à nous suivre. Après, il faut aussi savoir
sur quoi on communique, qu'est-ce qu'on communique, et on est forcé nous de communiquer parce qu'on est une ONG, on n'a aucun financement public, donc si on ne parle pas de nous au moment où il y a une catastrophe, on n'a aucun moyen d'avoir des donateurs derrière. Donc là c'était de retour à Saint-Domingue où RFO est venu nous interviewer et publier un certain nombre de reportages sur le travail qu'on avait fait là-bas. Alors ça aussi c'est des photos que j'aime bien montrer. Alors, souvent on a l'impression quand on regarde ces photos là on se dit ouais mais finalement ils sont souvent en train de se reposer et pas souvent en train de travailler. C'est notre règle de base pour durer sur plusieurs jours de mission, c'est dès qu'on a un quart d'heure on se couche et on essaye de dormir. Donc les zones d'ombre étaient quand même relativement rares sur Haïti. Donc c'est vrai qu'on arrivait à trouver un endroit qui était un tout petit peu à l'ombre, où il faisait un tout petit peu moins chaud, et qu'on était relayé par une autre équipe, et ben on en profitait pour dormir, même si c'était qu'une demi-heure ou qu'une heure, mais pour essayer de récupérer. Voilà, même contre un pare-choc, même entre deux chantiers, voilà, ça permet de vite récupérer. Alors après ça c'est deux photos un peu clin d'œil. C'est le retour à l'aéroport de Saint-Domingue. Alors bon, vous allez dans un aéroport, ça vous semble quand même assez spartiate comme enfin, il n'y a pas de salle de bain et tout, mais nous d'avoir retrouvé un lavabo où on pouvait se laver correctement, se laver les cheveux, remanger du chaud assis sur une chaise, même si elle était en plastique. Voilà, ouais, c'était des vrais bonheurs de pouvoir retrouver un petit peu tout ça. Alors, juste pour finir, c'était pour vous situer aussi un petit peu les lieux sur la map monde des interventions qu'il y a eu. Donc vous voyez qu'entre Haïti, la fois d'après les Philippines, la Thaïlande, enfin on est vraiment quand même sur des endroits qui sont très souvent des endroits chauds, très souvent des pays pauvres sur lesquels s'abattent ce type de catastrophe. Alors, dans ce qu'on doit faire pour arriver à remplir ce type de mission, c'est qu'on a vraiment des formations qui sont très rigoureuses, qui sont basées sur des référentiels qu'on suit à la lettre, mais qu'on remet aussi constamment au goût du jour. On a des équipes de secours qu'on forme qui sont les plus compétentes possibles et surtout qui sont le plus soudées possible pour être efficaces. On développe des partenariats aussi, aussi bien pour avoir des moyens matériels que des moyens financiers ou même des moyens de connaissances et de compétences. On agit immédiatement et on part toujours dans un pays qu'une fois qu'on a trouvé un chantier. On ne part jamais dans un pays à l'aveuglette en se disant bon, on verra bien ce qu'on va trouver sur place. On a des contacts avant d'arriver et on a toujours une demande du pays qui nous demande de venir. Donc c'est vraiment, on n'est jamais parti pour ne rien faire, on est toujours parti avec un lieu de chute et des correspondants. Et puis on assure donc le support logistique aussi. Depuis la France, on a un gros travail de base arrière. On doit aussi communiquer au niveau des familles, on doit communiquer au niveau des employeurs et on doit communiquer au niveau des médias. Donc on a aussi il y a les gens qui partent et il y a à peu près le même nombre de personnes qui continuent à travailler en France pour que la mission puisse se reproduire la prochaine fois. Donc dans les formations, ce qu'on développe, c'est tout ce qui est rigueur, sécurité, adaptation et travail d'équipe. Ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est que par rapport à n'importe quel autre type de formation, quand on part, par exemple là qu'on est parti à Haïti, il faut compter 2 jours et demi pour rentrer le plus vite possible à Paris depuis l'endroit où on était. Quand on était aux Philippines, il fallait 3 jours pour arriver à être rapatrié. Vous savez bien qu'on ne peut pas se permettre qu'on ait une personne sur l'équipe qui le 3e jour nécessite d'être rapatrié en France, sauf blessure, voilà, mais il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui craque moralement, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui devienne un fardeau pour l'équipe. Donc le choix des formations et la manière dont on assure nos formations est très importante. Donc à nos sauveteurs, c'est ce que je vous disais au début, on leur demande compétence, polyvalence, rigueur. Ça, c'est une photo qui n'a pas été prise à Haïti, mais qui a été prise aux Philippines. Aux Philippines, c'était vraiment très symptomatique. On avait des gens qui partaient dans une équipe qui allait faire du tronçonnage pour dégager un village et les voies d'accès. Ils revenaient et ils faisaient du PMA, du poste médical avancé. Ils aidaient les médecins, ils aidaient les infirmiers, on faisait du tri dans la population. Et puis après, ça se trouve, on va s'occuper de remettre en route un groupe électrogène, on va s'occuper de remonter l'hôpital pour le lendemain. Enfin voilà, donc ce qu'on demande à nos sauveteurs, c'est vraiment de ne pas être dédié à une tâche. Si on emmène 20 personnes à l'étranger, il faut que ces 20 personnes sachent tout faire.
y compris nos infirmiers et nos médecins, à qui on demande aussi de suivre au moins le stage équipier pour être capable de démarrer un groupe électrogène, de dérouler de la ligne électrique. Parce que quand un médecin ou un infirmier ne travaille pas comme médecin ou comme infirmier, il faut qu'il puisse travailler pour aider l'équipe. Et bien sûr, à la fin, ce que j'ai oublié de dire, c'est on leur demande aussi une grosse faculté d'adaptation, parce que c'est que comme ça que la mission pourra se passer correctement. Donc voilà, en gros, très rapidement brossé, j'avais pas non plus énormément de temps. Quelques tranches de vie et quelques ambiances par rapport à cette mission à Haïti. Eh bien, merci beaucoup Eric pour cette belle présentation. On va passer effectivement maintenant aux questions, si vous en avez, ou des réactions. Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer ou de profiter de la présence d'Eric Zipper pour avoir des réponses à des questions? Non, pas tout de suite, parce que moi j'en ai quelques-unes. Donc du coup j'en profite, ça vous laissera peut-être le temps de réfléchir à vos propres questions. Je me demandais en fait, là tu nous as bien expliqué ce qui se passait sur place. On a eu un bel aperçu voilà, de vos interventions. Mais qu'est-ce qui se passe après l'intervention quand vous revenez ensuite en France? Est-ce que vous prenez aussi en compte ce retour et quel est, j'imagine, l'impact que ça peut avoir sur les secouristes? Alors oui, effectivement c'est quelque chose qui nous préoccupe depuis toujours. C'est d'arriver à gérer ce retour de mission correctement pour tous les sauveteurs avec une première difficulté, c'est que personne n'habite au même endroit. Donc on a vraiment des gens qui habitent partout en France. Une fois qu'on est rentré, qu'on a quitté l'aéroport, que chacun est remonté dans sa voiture ou dans son train, on sait qu'on ne pourra pas se revoir 3 jours après pour débriefer de ce qui s'est passé là-bas. Donc pour ça, on anticipe ce retour au maximum. On a la chance que ces missions se passent loin, donc on a toujours aussi un temps d'attente au niveau des aéroports. À Saint-Domingue, on a attendu 24 heures avant de rentrer. Le retour des Philippines, ça nous a pris 2 jours et demi. Donc on a le temps dans l'avion, à tous ces endroits-là, d'échanger. Et surtout, tous les soirs, on échange quand on est sur place en mission. Donc en fait, on démarre sur du débriefing technique. Et puis on finit sur du débriefing qui, très vite, n'est plus du tout technique, mais où chacun peut s'exprimer, peut exprimer ses peurs, peut exprimer ses doutes. Sans être jugé par le groupe, c'est aussi l'avantage d'avoir un groupe qui soit très soudé. Et puis pour répondre au dernier point de votre question, ce qu'on explique bien aussi aux sauveteurs, c'est qu'on l'explique au départ, avant de prendre l'avion, on leur explique que voilà, ils ont une vie qui est leur vie de tous les jours. On va partir, ils vont vivre 15 jours qui vont être exceptionnels et totalement hors normes, mais il faut qu'ils comprennent qu'au moment où ils montent dans l'avion, il y a un moment où il faudra fermer la parenthèse, c'est quand ils remonteront dans l'avion en partant. Et reprendre en compte la réalité, c'est-à-dire ce que je donne souvent comme exemple, c'est l'herbe qui n'a pas été tondue pendant 15 jours. Je veux dire, votre femme, quand vous rentrez, ça va, quoi. Au bout d'une demi-journée, elle est toujours restée sur la même ligne de valeur, elle n'a pas vécu ce que vous avez vécu. Le gamin, il a ramené un bulletin qui est absolument pas normal. Personne ne comprendrait que vous le remettiez, enfin, que vous ne lui disiez pas de mieux travailler. Donc c'est important à ça de s'y préparer en se disant que les valeurs qu'on avait avant, on va retrouver exactement les mêmes en rentrant et qu'il faudra les prendre en considération et faire un effort pour être raccord avec ça. Voilà. Sinon, on devient, je pense, rapidement très ennuyeux en rentrant. Et puis la vie devient très difficile parce qu'on ne comprend pas pourquoi les gens ne sont plus du tout en phase avec nous, alors que c'est nous qui sommes décalés par rapport à eux. Et tu nous expliquais aussi tout à l'heure que donc, le choix des secouristes au départ est très important, qu'il y avait 50% de savoir-faire et 50% de savoir-être. Comment est-ce qu'on arrive à jauger ce savoir-être? Parce que le savoir-faire, bon, c'est du technique à la rigueur, on connaît, ils ont des formations. Mais le savoir-être, c'est lors de vos formations qu'on arrive à identifier un peu Alors effectivement, c'est vrai que le savoir-faire, c'est très facile. C'est juste savoir est-ce qu'il sait reconnaître une poulie, est-ce qu'il sait mettre une tyrolienne en place, est-ce qu'il fait un relevage correct. Donc on met des croix dans des cases. Et en fait, on fait exactement pareil pour le savoir-être. On fait des formations qui durent entre 9 et 10 jours. On est sur le terrain, on les fait travailler dans des conditions et on les loge dans des conditions qui sont alors, je sais pas, on peut pas dire le plus proche de ce qu'ils vont vivre en mission, mais pas loin. Ils dorment sous tente et on travaille la nuit, on travaille la journée, on alterne les cours et les mises en situation. Et ben, quand on vit 9 jours en vase clos avec des personnes, on arrive à juger leur savoir-être. Alors on a des gens qui nous quittent pendant le stage et puis on a des gens qu'on ne valide pas à la fin du stage et on a des gens à qui on demande de revenir parce qu'en 10 jours on n'a pas réussi à être vraiment sûr qu'on est capable de les emmener très loin sur des choses difficiles.
Et du coup, est-ce qu'il y a justement des profils types que vous recherchez? Est-ce qu'il y a... Alors, on a vu les différentes professions qui pouvaient qui pouvaient accompagner ces secouristes, mais est-ce qu'il y a quand même des fois des profils types qui sont plus intéressants que d'autres? Alors des profils types, c'est difficile à dire. On a essayé d'y réfléchir. Ce qu'on a plutôt dégagé, c'est des profils types des gens qui ne doivent pas rentrer chez nous. Alors ça paraît un peu abrupt de le dire comme ça, mais par exemple au retour des Philippines, on a eu plus de 460 personnes qui sont portées volontaires pour rentrer au CMS. Et en fait, on s'aperçoit là-dedans qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent pas la bonne chose. C'est des gens qui ont besoin de se prouver des choses, c'est des gens qui ont envie d'avoir une carte de visite internationale. Ou qui s'imaginent qu'on peut partir. On a beaucoup de gens qui étaient très surpris d'apprendre qu'il fallait faire 20 jours de stage étalés sur 2 ans pour pouvoir intégrer les équipes et partir à l'étranger. Donc en fait, je dirais qu'il faut que ce soit des gens qui, dans les qualités de tous nos sauveteurs, c'est qu'il y a vraiment de l'humilité. C'est des gens qui ne le font pas pour se prouver quelque chose à eux ou aux autres. C'est des gens qui sont prêts à se former et puis c'est des gens souvent qui sont déjà bien stabilisés au niveau de leur vie professionnelle et de leur vie privée. Alors justement, au niveau de la vie professionnelle, parce que vous partez, vous ne savez pas quand vous allez partir, hein, ça dépend effectivement des événements. Tous ces secouristes ont un métier. Comment est-ce qu'on gère la relation avec l'employeur? On ne sait pas forcément quand est-ce qu'on va revenir. Comment ça se passe, ça? Alors on sait quand même toujours à peu près quand on va revenir, quelques jours près. On n'a pas une date précise. Ce qu'on demande à tous nos sauveteurs quand ils sont déclarés opérationnels, c'est qu'ils prennent contact avec leur employeur pour leur expliquer qu'un jour ou l'autre, ils vont peut-être être amenés à partir et être absents pendant une quinzaine de jours. Alors il y a des métiers où c'est juste pas possible. Il y a des métiers où c'est possible, mais on a besoin d'écrire à l'employeur, on a besoin de le convaincre en lui disant que ça va se passer une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans. Voilà, ils ne vont pas être partis tous les mois, 15 jours. Et puis après, il y a des employeurs qui jouent très bien le jeu. Il y en a même qui maintiennent le salaire en disant voilà, c'est le rapport à la cause, quoi. Donc c'est très très varié. Ensuite, nous, ces employeurs qui ont permis à leurs employés de partir, on les soigne aussi pendant la mission. C'est-à-dire que notre base arrière appelle les employeurs, leur envoie les comptes rendus de mission, ce qui se passe au jour le jour pendant la mission, et on les tient informés pour qu'ils fassent partie prenante en fait de la mission. Mais merci. Est-ce que ça a suscité d'autres questions non, dans le public? Non, vous ne gagnerez donc pas le prix du meilleur public. Si, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un micro dans la salle? N'hésitez pas à vous présenter et à bien parler dans le micro qu'on entende de la question. Bonjour, Desi Akwe. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aurais 2 questions. La première, c'est par rapport aux employeurs. Vous avez dit qu'il y avait j'ai cru comprendre qu'il y avait un agrément de sécurité civile. Auquel cas, est-ce que le volontaire, j'allais dire, ne passe pas sous le coup de volontaire de réserve de sécurité civile, auquel cas il pourrait avoir 15 jours sur son accordé par l'employeur. Et ma deuxième question, qui est beaucoup plus générale, c'est comment ça se passe dans ce genre de mission? Je veux dire, qui vous affecte sur quelle région? Comment se passe la demande au début? Est-ce que le pays fait passer une demande à l'ONU? Vous parliez d'INSARA qui redescend à l'Union européenne et qui redescend à la France, et après c'est l'ONU qui vous affecte une région. Enfin, comment ça se passe? Merci. Alors pour votre première question, l'employeur a depuis quelques années un certain nombre de possibilités devant lui. Soit la personne prend des congés payés parce qu'il peut partir, soit lui maintient son salaire, soit effectivement il y a une déduction légale qui permet, en maintenant le salaire, de le déduire comme un don aux associations. Nous, notre statut, malgré l'agrément, on reste une ONG. Donc c'est la transition vers la deuxième partie de votre question. On fait une veille opérationnelle constamment sur des tas de réseaux hors réseau officiel. Hein. C'est vrai que maintenant les réseaux sociaux permettent quand même d'avoir des informations très rapidement si on a mis les bons capteurs aux bons endroits. La deuxième chose, c'est qu'effectivement on est à l'INSARAG, donc on reçoit très rapidement des informations via l'INSARAG et on s'inscrit très rapidement en disant qu'on est disponible ou pas pour y aller. Et ensuite, on prend contact immédiatement avec l'ambassade de France dans le pays quand elle est encore contactable, ou alors avec l'ambassade du pays en France, généralement les deux, c'était le cas pour les Philippines. Et avec eux, on commence un dialogue pour être sûr qu'ils aient besoin de nous et être sûr que si on part là-bas, on sera vraiment utilisé. Voilà. Donc en fait, l'information, il n'y a personne qui nous dit
vous, CMS, vous partez à tel endroit à tel moment, ce sont les limites de l'ONG. C'est les limites et les avantages de l'ONG. On est autonome, donc c'est un avantage, et on est autonome aussi, c'est à nous d'arriver à trouver comment on va faire pour y aller et nos points de chute. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons mettre un terme à cette présentation. Encore merci, Eric Zipper. Et je vous invite à revenir d'ici un petit quart d'heure pour la prochaine conférence sur le bénévolat de sécurité civile, avec entre autres donc la présentation des rapports respectifs de monsieur le préfet Sapin, qui est déjà présent dans la salle, et de monsieur Sauzet, inspecteur général de l'administration. Et ensuite, à la discussion qui suivra autour de la crise des vocations, du bénévolat de sécurité civile et du volontariat chez les sapeurs-pompiers. A tout de suite.